Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous allons aujourd'hui continuer notre troisième section sur la jurisprudence et les principes généraux du droit. Nous avions vu un premier paragraphe sur les caractéristiques de la norme jurisprudentielle la dernière fois. Et nous devions passer à notre deuxième paragraphe, ce que nous allons faire. Deuxième paragraphe, les principes généraux du droit. Paragraphe 2, les principes généraux du droit. Je propose d'aborder ça d'abord par un grand A, tout de suite, la notion de principe général du droit. Grand A, la notion de principe général du droit. Les principes généraux du droit, ou, comme on les appelle aussi, les principes généraux du droit applicables même sans texte, sont une création prétorienne du Conseil d'État dans un arrêt 26 octobre 1945 à Ramu. Je vous l'ai déjà dit, l'arrêt de règlement en droit français est interdit, mais l'arrêt de principe ne l'est pas. La différence formelle entre un arrêt de règlement et un arrêt de principe, je vous l'ai dit, n'est pas si importante. Ce qui va essentiellement marquer cette différence, ça va être la présence des visas. Dans un arrêt de principe, on va avoir des visas, et ces visas vont permettre en réalité de fonder, de rattacher à un texte pour que l'arrêt de principe ne soit qu'une interprétation du texte plutôt qu'une création purement prétorienne. Sur le plan intellectuel, le Conseil d'État ne fait donc que révéler des principes, il ne les crée pas. Il ne les invente pas au sens où il les créerait, mais il les invente au sens de la découverte d'un trésor. Vous savez qu'on parle de l'invention d'un trésor. Ça se révélerait à lui comme une sorte de parole divine. Cette méthode de création prétorienne, on va la retrouver aussi par exemple en droit privé. Vous le savez, à quel point certains articles ont pu être interprétés de manière tellement large par la Cour de cassation que, en réalité, on a eu de la création jurisprudentielle. Le fait de devoir se rattacher comme ça à un texte est malgré tout quelque chose d'important dans un pays comme le nôtre, attaché à la valeur de la loi. Grand B, le contenu des principes généraux du droit. Grand B, le contenu des principes généraux du droit. Le premier principe général du droit, a bien entendu, été découvert par le fameux arrêt que je vous ai cité, le premier qui invente la matière, l'arrêt d'assemblée du 26 octobre 1945 à Ramu. De quel droit s'agissait-il? De quel principe général du droit s'agissait-il? Eh bien, du respect des droits de la défense, même sans texte. L'idée que lorsque le juge se retrouve dans une situation où aucun texte ne l'oblige à respecter les droits de la défense, eh bien, un principe général du droit vient lui rappeler qu'il doit respecter les droits de la défense. Une bonne partie des principes généraux du droit s'inspire de la déclaration de 1749. Et il faut comprendre pourquoi. Cette situation est relativement logique. En réalité, les principes généraux du droit, inventés en 1945, l'ont été sous la 4ème République. Et à un moment où, de fait, les déclarations de droit n'avaient pas encore la valeur qu'elles ont aujourd'hui. Elles n'étaient pas reconnues comme des principes normatifs, ni au niveau légal, ni au niveau constitutionnel, nulle part. Les déclarations de droit étaient des déclarations d'intention qui servaient à guider le législateur, notamment la création de la Constitution de 1791. Donc, puisque ces textes n'étaient pas véritablement des textes de droit, lorsqu'on avait besoin du droit qu'aujourd'hui on trouve dans ces déclarations, eh bien, on allait inventer, au sens découvrir, un principe général du droit qui se trouvait être rattachable à la déclaration de 1789. Alors, on va trouver ce type de situation dans plusieurs arrêts. C'est le cas par exemple d'abord de la liberté du commerce et de l'industrie. La liberté du commerce et de l'industrie a été élevée au rang de principe général du droit dans un arrêt du Conseil d'État du 13 mai 1994, président de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française. Conseil d'État, 13 mai 1994, président de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française. Autre exemple, exemple de PGD dont on a déjà parlé, l'égalité devant le service public. L', égalité devant le service public.
Cette égalité devant le service public, qui est un corollaire du principe d'égalité, a lui été découvert sous la 4ème République dans un arrêt que je vous ai déjà cité, Conseil d'État, 9 mars 1951, Société des concerts du Conservatoire. Conseil d'État, 9 mars 1951, Société des concerts du Conservatoire. Autre troisième exemple, l'égal accès aux emplois publics. Le principe général du droit de l'égal accès aux emplois publics est issu d'un arrêt, lui aussi, encore une fois, pris sous la 4ème République, l'arrêt du Conseil d'État du 28 mai 1954, Barrel, B-A-R-E-L. Conseil d'État, 28 mai 1954, Barrel. Parfois, les PGE sont reconnus sans référence véritable à un texte et sans rapport avec une déclaration de droit telle qu'on les connaît aujourd'hui. C'est le cas d'un arrêt que vous connaissez bien, dont je vous ai dit que vous ne l'oublieriez jamais. Par exemple, le principe général de la dignité de la personne humaine. Ce principe général du droit de la dignité de la personne humaine, on va le retrouver dans le fameux arrêt d'Assemblée du Conseil d'État du 27 octobre 1995, commune de Morsan-sur-Orge, le fameux arrêt du lancer de nain, PGD de la dignité de la personne humaine. C'est aussi le cas d'autres arrêts un peu moins connus et que vous devez connaître en tant que publiciste. Le cas par exemple du respect de la personne humaine au-delà de la mort. Respect de la personne humaine au-delà de la mort, un principe général du droit, reconnu par un arrêt d'Assemblée, là encore, du Conseil d'État, du 2 juillet 1993, Milhaud, M-I-L-H-A-U-D. Conseil d'État, 2 juillet 1993, Milhaud, M-I-L-H-A-U-D, PGD, du respect de la personne humaine au-delà de la mort. Autre PGD, la non-rétroactivité des actes administratifs. Non-rétroactivité des actes administratifs, PGD reconnu par un arrêt d'Assemblée, encore une fois, vous voyez que ce sont des arrêts importants qui reconnaissent des droits qui ne sont pas si évidents que ça, qui ne sont pas toujours rattachés à un texte, et dans ce cas-là, on a besoin de la formation la plus solennelle, on a besoin de la formation la plus solennelle du Conseil d'État, l'Assemblée du contentieux. La non-rétroactivité des actes administratifs, Conseil d'État, Assemblée, 25 juin 1948, Société du journal L'Aurore. Conseil d'État, Assemblée, 25 juin 1948, Société du journal L'Aurore. Avant-dernier que je vais vous citer, un principe général du droit d'ouverture du recours pour excès de pouvoir, même sans qu'un texte de loi le dise, contre tous les actes administratifs. C'est un principe important pour notre démocratie et pour notre état de droit. Il y a donc un principe général du droit disant qu'on peut attaquer tous les actes administratifs en annulation, on appelle ça un recours en excès de pouvoir, vous le savez, on peut l'attaquer en annulation même quand aucun texte ne le prévoit. Arrêt important, Conseil d'État, Assemblée, 17 février 1950, ministre de l'Agriculture contre Dame Lamotte, que nous avons déjà évoqué. Conseil d'État, Assemblée, 17 février 1950, ministre de l'Agriculture contre Dame Lamotte. Enfin, dernier que je vais vous citer, le fameux principe de sécurité juridique. Le principe de sécurité juridique est un PGD, PGD reconnu par un arrêt d'Assemblée, encore une fois, du Conseil d'État, du 24 mars 2006, Conseil d'État, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG. Il ne faut pas essayer de l'écrire, c'est un acronyme, donc lettre K, lettre P, lettre M et lettre G, KPMG. Cet arrêt KPMG a comme principal apport le fait qu'on ne peut pas porter atteinte, une atteinte excessive en tout cas, à des situations contractuelles qui sont en cours. Quand un contrat est en train d'être exécuté, eh bien un texte ne peut pas lui porter atteinte. Il y a un principe général du droit de sécurité juridique qui l'empêche. Les gens ont confiance dans la sécurité juridique qu'apporte le contrat. Un acte administratif ne peut pas, comme ça, revenir sur la sécurité juridique que le contrat apporte, et le principe général du droit de sécurité juridique, de la sécurité juridique, empêche ce type de situation. Voyons maintenant, dans un grand C, la place des PGD dans la hiérarchie des normes. Grand C,
la place des PGD dans la hiérarchie des normes. Grande question s'il en est. Si les PGD sont des normes juridiques, cela veut dire que nécessairement ils doivent s'insérer dans la pyramide des normes. Et donc toute la question c'est où Où va-t-on mettre dans cette pyramide des normes ces fameux principes généraux du droit? La logique voudrait se dire, au fond ce sont des règles tirées par la jurisprudence. Et donc en réalité, on devrait lui donner la valeur de la jurisprudence. Toutes les normes issues de la jurisprudence n'ont cependant pas la même valeur. Certaines sont situées en dessous du règlement. Et un arrêt peut donc revenir sur un autre, puisque la règle édictée par l'arrêt a une valeur en dessous du règlement. Certaines règles, par exemple, sont supérieures au règlement. Et c'est le cas des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qui ont une valeur constitutionnelle, on l'a déjà vu, et valeur constitutionnelle qui peut aussi, au fond, être reconnue par le Conseil d'État. Vous savez que l'ambiguïté du PFRLR, est-ce que le PFRLR, quand il est reconnu par le Conseil d'État, a bien une valeur constitutionnelle, ou est-ce qu'il a la même valeur que les PGD? C'est toute la question qui était autour de l'arrêt d'Assemblée du 3 juillet 1993. Connaît, Conseil d'État Assemblée, 3 juillet 1993. Connaît, arrêt dont nous avons parlé à l'occasion des PFRLR. Alors, pour ce qui est des PGD, ceux qui ont été reconnus ou estimés comme tels par la doctrine à partir de la jurisprudence, eh bien, ils ont une place particulière. Réfléchissons un peu. Première chose que l'on peut dire, ils ne s'imposent pas à la loi. La loi peut revenir sur un PGD. Ce PGD créé par la jurisprudence administrative, eh bien la loi peut revenir dessus. On peut prendre une loi pour contrer un PGD reconnu par le Conseil d'État. On va donc dire que les PGD ont une valeur infra-législative. Infra, ça veut dire en dessous. Infra-législative, c'est une valeur en dessous de la loi. Ces PGD s'appliquent aussi quand il n'y a pas de loi, mais le fait qu'ils s'appliquent quand il n'y a pas de loi ne veut pas dire qu'ils sont au-dessus de la loi. Il suffit d'une loi pour les retourner, pour les remplacer. Le problème, c'est que ces PGD, lorsque le Conseil d'État les utilise, c'est pour pouvoir annuler un acte administratif, un règlement. Donc, ils sont, pour le dire dans un langage commun, ils sont plus forts que les règlements. Ils sont plus hauts que les règlements dans l'hiérarchie des normes, et ils sont en dessous de la loi. On va dire qu'ils sont supra-decreto. Supra-decreto, cela veut dire au-dessus du décret. Ils sont donc supra-decreto et infra-législatif. Dans un arrêt du Conseil d'État du 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils, Conseil d'État, 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils, que nous dit le Conseil d'État? Il nous dit les PGD, résultant notamment du préambule de la Constitution, s'imposent à toute autorité, même en l'absence de dispositions législatives. Cet arrêt, Syndicat général des ingénieurs conseils, pose un problème. Est-ce que les PGD n'auraient pas, au fond, valeur constitutionnelle, puisqu'ils s'imposent, même en l'absence de dispositions législatives, à tout le monde? René Chaput, le professeur René Chaput, a arrêté la controverse. Il a écrit en 1966 un article dans le Dalloz. Vous savez que le Dalloz, nous, professeurs, on écrit des articles de doctrine dans les revues juridiques, et le Dalloz, qui est une revue essentiellement privatiste, eh bien, reçoit aussi très régulièrement des articles de droit administratif. Et René Chaput écrit dans le Dalloz un article en 1966 intitulé « De la valeur juridique des principes généraux du droit et des autres règles jurisprudentielles en droit administratif ». Et que nous dit-il, Chaput? Il nous dit « Eh bien oui, les PGD ont bien une valeur supradécrétale, puisque par un PGD, on peut annuler un décret. Mais ils ont une valeur infralégislative, même si, en l'absence de loi, ils vont s'imposer à tout le monde. Donc, valeur infralégislative et supradécrétale, c'est un endroit
qui dans notre pyramide des normes était une simple ligne. Eh bien, à la place de cette ligne entre la loi et les règlements, aujourd'hui, on va pouvoir insérer les principes généraux du droit. D'ailleurs, un des indices, c'est que l'arrêt Conné utilise un principe fondamental reconnu par la République. Pourquoi ? Justement pour éviter de revenir sur la valeur des PGD. Dans l'arrêt Conné, le Conseil d'État a besoin d'un principe de valeur supérieure à la loi. Et donc il va reconnaître un PFRLR. Parce que s'il avait utilisé un PGD, eh bien, reconnu par lui, ce PGD aurait eu une valeur infralégislative, en dessous de la loi. Et eh bien, il n'aurait donc pas pu atteindre son but dans cet arrêt. Dans une de ses décisions du 26 juin 1969, la numéro 6955L, le Conseil constitutionnel a validé la vision de Chaput. Il a en effet reconnu que le principe de décision implicite de rejet en cas de silence de l'administration était un principe général du droit et que seuls les législateurs pouvaient donc l'écarter. Ce principe de décision implicite de rejet en cas de silence d'administration, vous le verrez plus tard en contentieux ou au second semestre lorsque vous ferez les actes, c'est l'idée que si l'administration ne répond pas à une demande, au bout de 2 mois, elle vous aura dit non. Elle aura fait un rejet de votre demande. Ça n'est plus le principe aujourd'hui, le principe a été inversé, mais il y a des milliers d'exceptions permettant de revenir à cette idée. À l'époque de la décision, c'était le principe du rejet. Cette idée, eh bien, comme c'était un PGD reconnu, le Conseil constitutionnel en a tiré l'idée que la seule chose qui pouvait revenir sur ce PGD, c'était bien un texte de loi. Donc, vous voyez qu'en disant ça, eh bien, le Conseil constitutionnel reconnaît que le PGD est infralégislatif, puisque un texte de loi peut revenir sur un PGD. Et en même temps, il reconnaît aussi de fait qu'il est supradécrétal, puisque ce PGD est bien un principe utilisé par la jurisprudence administrative pour contrecarrer les actes administratifs, pour annuler des actes administratifs. Donc, vous voyez qu'on a là une situation dans laquelle on va avoir reconnu juridictionnellement, en 69, la vision de 1966 de René Chaput, disant les PGD sont bien infralégislatifs et supradécrétaux, donc dans cette bande que nous venons d'ajouter à la hiérarchie des normes. Je voudrais maintenant que nous passions à une section 3 sur les règlements et leur hiérarchie interne. Section 3, les règlements et leur hiérarchie interne. Vous avez déjà appris qu'il y avait une hiérarchie entre différentes catégories de lois. Ça crée une complexité supplémentaire pour le contrôle de légalité. Vous avez appris en première année qu'il y avait notamment dans ce bloc de constitutionnalité des lois un peu plus au-dessus des autres, notamment les lois organiques, on y reviendra. Jusqu'à maintenant, on a en effet traité notre pyramide des normes seulement par grands ensembles. On a notre bloc de constitutionnalité et on a vu qu'au sein de ce bloc, il y avait différents types de normes. On a notre bloc de légalité, essentiellement la loi, puis au-dessus, on l'a vu malgré la loi écran, dans le bloc de légalité, il y a aussi le bloc de constitutionnalité. Et puis, on a cette question des règlements en dessous. Maintenant, on sait qu'entre les deux, il y a les PGD, mais encore en dessous des PGD, il y a les règlements ou actes administratifs unilatéraux. On dit parfois règlements pour simplifier. Vous allez voir que ce ne sont pas que des règlements. Il y a aussi des actes unilatéraux en tout état de cause. On va aujourd'hui appeler ça les actes administratifs unilatéraux, chose que vous allez voir au second semestre. En réalité, ces grands blocs, ces 4 grands blocs, bloc de constitutionnalité, la loi, les PGD, les actes administratifs unilatéraux, eh bien, ces 4 grands blocs ont aussi parfois à l'intérieur une forme de hiérarchie. Il faut l'avoir en tête, même si ça ne pose pas tant de difficultés que ça au regard du contrôle du juge. Le 1, 2, 3 qu'on a vu, c'est-à-dire 1, la norme contrôlée, 2, quel est le juge qui contrôle, 3, quelle est la norme de référence, n'est pas bouleversé par ça, mais il faut prendre conscience que cette hiérarchie des normes n'est pas
que en grands blocs. Je voudrais aborder ce point-là dans cette section 3, en commençant d'abord par un paragraphe premier, la hiérarchie entre des textes dans le même bloc. La hiérarchie entre des textes dans le même bloc, paragraphe premier. Je voudrais voir deux points. Deux points. Le premier est qu'il y a une hiérarchie qui est possible. Cette hiérarchie, dans un même bloc, elle est possible pour deux raisons. Soit parce qu'un acte est pris par une autorité supérieure. On va notamment voir ça pour les actes administratifs. Plus l'autorité qui prend l'acte est une autorité importante, plus l'acte sera au-dessus d'un autre acte administratif. Ou alors, il va y avoir une hiérarchie parce que la Constitution ou d'autres textes prévoient qu'une catégorie de textes s'impose aux autres. Ce sera le cas, par exemple, au sein des lois, entre la loi organique, qui est prévue pour s'imposer aux lois ordinaires. La Constitution prévoit cela. Donc vous voyez que on sait qu'il y a potentiellement une hiérarchie qui est possible au sein de ces grands blocs que sont le bloc de constitutionnalité, la loi et les actes administratifs unilatéraux. Mais attention, ça n'est pas toujours le cas. Il faut qu'il y ait une raison pour qu'il y ait une hiérarchie. Pensez aux normes constitutionnelles. A l'inverse, les normes constitutionnelles, on vous l'a toujours dit, ont la même valeur. La valeur constitutionnelle ne contient pas de hiérarchie au sein des principes reconnus ou des règles. Qu'est-ce qui va se passer pour résoudre les conflits? On va devoir les concilier entre elles. Quand il y a une hiérarchie, celle qui est au-dessus l'emporte sur celle qui est en dessous. Quand il y a une égalité des normes, comme pour les normes constitutionnelles, on doit les concilier entre elles. C'était le premier point. La hiérarchie est possible, la hiérarchie n'est pas toujours la règle. Deuxième point, cette hiérarchie, effectivement, ne joue pas tout le temps. En effet, c'est un point un peu compliqué à comprendre, j'ai essayé de bien vous l'expliquer. Il faut que le texte en dessous, dans l'hiérarchie des normes, soit dans le même champ, soit sur le même thème que le texte au-dessus. Pour essayer de vous faire comprendre ça, je vais vous prendre un exemple qui va tout de suite vous faire comprendre que c'est aberrant de penser que tous les textes sont complètement hiérarchisés. Par exemple, une loi sur le mariage est au niveau législatif. Elle est censée être au-dessus des décrets. Mais le décret sur la vitesse maximum des véhicules en ville, on ne peut pas dire qu'il est inférieur à la loi sur le mariage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne pourra pas annuler le texte sur la vitesse maximum des véhicules en ville sur le fondement d'une loi sur le mariage qui n'a rien à voir du tout. On ne peut pas opposer un texte au-dessus à un texte en dessous s'il n'y a pas un lien matériel, c'est-à-dire le même domaine, le même thème entre les deux. Donc il ne faut pas que vous voyiez les hiérarchies des normes comme quelque chose de complètement hiérarchisé. Toutes les lois seraient au-dessus de tous les décrets. C'est techniquement vrai, ça n'a que très rarement de l'intérêt. D'accord ? La plupart du temps, on ne pourra pas invoquer un texte même au-dessus s'il n'a pas de lien avec le texte en dessous. Voilà, il faut que vous en soyez conscients. Alors, à l'inverse, de nombreux textes seront l'application des textes supérieurs. C'est le cas notamment dans tous les codes des liens entre les articles L, qui sont les articles législatifs, et les articles R, qui vont être des articles qui vont préciser l'article L. Comment est-ce que ça marche? Vous le savez, on va prendre les lettres de l'article lui-même avant le tiret. Par exemple, les articles L 2212-5 et 6 du CGCT prévoient que lorsqu'il y a une police municipale, cette police municipale va devoir faire une convention avec la police nationale et la gendarmerie. C'est tout ce que disent les articles L 2212-5 et 6. Il faut une convention entre une police municipale quand elle dépasse 5 personnes et puis la police nationale ou la gendarmerie. Ça n'est pas suffisant. Il faut des textes d'application. Il faut préciser un petit peu. Eh bien,
on va aller voir les articles R 2212. Et il se trouve en réalité qu'effectivement, l'article R 2212.1 va compléter tous les articles L 2212. R 2212 complète L 2212. Et dans l'article R 2212.1, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir un article qui va prévoir une convention type, c'est-à-dire un contrat déjà préécrit, pour les relations entre la police municipale et la police nationale et la gendarmerie. Donc, l'article R 2212.1 est un décret d'application des articles L 2212, 5 et 6. Ces articles d'application, là, eh bien, vont véritablement être une hiérarchie qui va jouer. Si les articles R étaient contraires aux articles L, alors on pourrait invoquer l'article L pour faire annuler l'article R. D'accord? Voilà. Donc attention à cette idée, la hiérarchie ne vaut pas de toutes les normes pour toutes les normes. On ne va invoquer l'article L législatif que si il est dans le même thème, dans le même champ que l'article R, que le règlement qui veut être contesté. Voilà. On verra aussi que cela existe beaucoup entre les actes administratifs. Paragraphe 2. Quelle hiérarchie entre les différentes lois et les différents actes administratifs unilatéraux? Paragraphe 2. Quelle hiérarchie entre les différentes lois et les différents actes administratifs unilatéraux? Alors je vous propose de voir ça en deux temps. Un petit 1, la hiérarchie entre les lois, et un petit 2, la hiérarchie entre les actes administratifs unilatéraux. On va rentrer dans du un peu connu. Petit 1, la hiérarchie entre les lois. Petit 1, la hiérarchie entre les lois. Vous avez en fait déjà abordé cette question l'an dernier en droit constitutionnel. Vous le savez, il existe des lois organiques. Ces lois organiques, elles sont prévues par l'article 46 de la Constitution. Et à quoi servent-elles? Elles servent précisément à préciser la Constitution. Elles servent à préciser la Constitution. Il y a 31 articles de la Constitution de 58 qui renvoient à des lois organiques. Il y a 31 lois organiques. On notera d'ailleurs, c'est assez amusant, que toutes les lois organiques sont obligatoirement contrôlées par le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas besoin de saisir le Conseil constitutionnel, il est automatiquement saisi pour toutes les lois organiques. C'est l'article 61 alinéa 1 de la Constitution qui le dit. Attention, ne confondez pas l'article 61 alinéa 1, la première ligne, le premier alinéa de l'article 61, et l'article 61-1 qui lui porte sur la QPC, vous le savez. Donc on va avoir des lois organiques, mais on va aussi avoir des lois ordinaires. Et ces lois ordinaires doivent respecter la Constitution. Sauf que, lorsqu'elles sont dans le même champ, elles doivent aussi respecter les lois organiques. Les lois organiques sont au-dessus des lois ordinaires. Quelle est la conséquence de cette place des lois organiques? Eh bien, elles sont juste en dessous de la Constitution et au-dessus des lois ordinaires. Eh bien, le Conseil constitutionnel, quand il va contrôler une loi ordinaire, il va la contrôler par rapport à la Constitution, mais aussi par rapport à une loi organique, si la loi en question est toujours dans le même thème, sur le même domaine que la loi ordinaire. Quand il y a une loi organique qui peut avoir une influence sur l'ordinaire, alors le Conseil constitutionnel va contrôler non seulement par rapport à la Constitution, mais aussi par rapport à la loi organique. Cette situation, elle a été confirmée dès le début de la Ve République par le Conseil constitutionnel. Que nous dit-il? Dans sa décision numéro 60-8, et vous le savez, 60-8 veut dire que c'est une décision dont la requête a été posée en 1960, mais que c'est la 8e décision du Conseil constitutionnel de son histoire. Donc dans la décision 60-8 du 11 août 1960, décision appelée loi de finances rectificative pour 1960, décision numéro 60-8 du 11 août 60, loi de finances rectificative pour 1960, eh bien, le Conseil constitutionnel va assimiler le non-respect d'une loi organique par une loi ordinaire à la violation de l'article de la Constitution qui prévoit cette loi organique. Il va donc dire, si une loi ordinaire
est contraire à la loi organique, c'est qu'en fait la loi organique viole aussi, de fait, la Constitution qui est au-dessus, le texte de la Constitution qui prévoit la loi organique. Donc il va sanctionner la loi ordinaire comme étant contraire à la loi organique, c'est-à-dire à la Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on doit ajouter au bloc de constitutionnalité les lois organiques quand on juge d'une loi ordinaire. Ah, en fait on peut étendre ce raisonnement. Globalement, on peut dire qu'on doit ajouter les normes supérieures du même bloc que la norme contrôlée, en plus de toutes les normes au-dessus. C'est-à-dire que si vous contrôlez une loi, on vous a toujours dit on contrôle par rapport au bloc de constitutionnalité. Aujourd'hui, on peut rajouter on contrôle par rapport au bloc de constitutionnalité et aux lois qui sont supérieures à la loi contrôlée. En l'occurrence, si la loi contrôlée est une loi ordinaire, on va la contrôler par rapport au bloc de constitutionnalité et aux lois organiques. A l'inverse, si la loi est une loi organique, au-dessus, il n'y a rien. Et on va contrôler l'organique uniquement au regard du bloc de constitutionnalité. Voilà. C'est une complexité qui est nouvelle pour vous et qu'il faut bien avoir en tête. Petit 2, la hiérarchie entre les actes administratifs unilatéraux. Petit 2, la hiérarchie entre les actes administratifs unilatéraux. Cette question, qui est un peu complexe pour vous, celle de la hiérarchie au sein des blocs, est doublée pour les actes administratifs du fait que vous n'avez pas encore fait les actes administratifs unilatéraux. Mais rassurez-vous, vous le ferez au second semestre et vous avez déjà les bases pour comprendre très largement ce que je vais vous dire. Au fond, il y a deux types de hiérarchie. D'abord, une hiérarchie qui va dépendre de l'autorité. Les actes administratifs vont être hiérarchisés en fonction de la personne qui prend l'acte. Et puis, il y a une seconde hiérarchie qui dépend du caractère réglementaire ou individuel de l'acte. Je vais vous expliquer. D'abord, il y a une hiérarchie qui dépend de l'autorité administrative qui prend l'acte. Au sein des actes administratifs, il y a bien toujours une personne compétente pour prendre l'acte. Eh bien, plus cette personne pour prendre l'acte est une grande autorité administrative, plus son acte va être supérieur aux autres. Il y a des décrets, vous le savez. Eh bien, au sein même des décrets, il y a une hiérarchie. Les décrets les plus forts, ceux qui sont plus hauts dans la hiérarchie des normes, ce sont les décrets en Conseil des ministres. Pourquoi? Parce que vous le savez, ils sont signés par le président de la République. En dessous, il y a les décrets en Conseil d'État. Quand ils sont signés par le Premier ministre, les décrets en Conseil d'État doivent avoir un avis conforme du Conseil d'État. C'est-à-dire que le ministère qui porte le projet va préparer le texte. Ce texte va être contrôlé par le Conseil d'État et d'habitude, quand c'est un décret normal, le Conseil d'État fait des remarques et peut dire mais au fond, regardez, ce décret pour moi il est un peu illégal, il ne tient pas debout. Mais si le Premier ministre veut le prendre, il a le droit de le prendre. Dans un décret en Conseil d'État, le Premier ministre ne peut pas prendre le décret sans que l'avis du Conseil d'État soit conforme. Donc, ça veut dire que sans qu'il soit d'accord avec le contenu du décret. Donc, le décret en Conseil d'État est encore un peu en dessous. Et puis, ensuite, il y a les décrets simples, ceux qui sont signés par le Premier ministre. Eh bien, le décret signé par le Premier ministre, lui, va être encore en dessous. Même au sein des décrets, qui pourtant ne peuvent être pris que par deux personnes, le Président et le Premier ministre, on va avoir trois grades, trois hiérarchies. Les décrets en Conseil des ministres, les décrets en Conseil d'État, puis les décrets simples signés par le Premier ministre. Vous savez qu'en dessous des décrets, il y a les arrêtés. Eh bien, là encore, on va se fonder sur l'autorité qui prend l'acte. On va donc avoir, tout en haut de la hiérarchie des arrêtés, qui est en dessous des décrets, les ministres. Et les arrêtés pris par un ministre, on appelle ça un arrêté ministériel. Donc tout en haut, on va avoir les arrêtés ministériels. Puis, en dessous, il y a les préfets, arrêtés préfectoraux, puis les arrêtés pris par des établissements publics de coopération intercommunale, les arrêtés intercommunaux, et enfin les arrêtés communaux. Voilà, vous voyez qu'il y a une hiérarchie entre ces différents actes administratifs. Alors encore une fois, n'oubliez pas que cette hiérarchie, elle ne compte, elle ne vaut que si ces arrêtés ou ces décrets sont sur le même thème. Ce qui peut arriver. Je vais vous prendre un exemple pour qu'on rende tout cela un peu plus concret.
Un exemple qui va vous toucher de près, j'ai décidé de vous prendre l'exemple des bourses qui vous sont accordées à une partie d'entre vous. Eh bien, il y a une loi qui prévoit que les étudiants peuvent bénéficier de bourses. Cette loi, on la retrouve codifiée aujourd'hui à l'article L821.1 du Code de l'éducation. L'article L821.1 du Code de l'éducation, vous pouvez aller voir, donne les grandes lignes du droit des bourses pour les étudiants. Puis, il y a des actes administratifs qui sont pris pour fixer le taux des bourses. Fixer de combien sera la bourse. Ce n'est pas la loi qui va fixer de combien sera la bourse. La loi, elle est faite pour plusieurs années. Comme la loi est faite pour plusieurs années, si elle fixait le taux des bourses, eh bien, on aurait des bourses qui ne cesseraient de s'éroder par l'inflation. Donc, pour être toujours en train de s'assurer d'une bonne répartition des bourses, eh bien, la loi renvoie elle-même à un arrêté ministériel du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en ce moment, arrêté qui va fixer le taux des bourses. Cette année, c'est l'arrêté du 22 juillet 2020 qui est relatif aux bourses de l'enseignement supérieur et qui sert à ça. Puis, ensuite, pour expliquer cela, on va avoir une circulaire. Circulaire, autre acte administratif, un peu compliqué pour la légalité, vous verrez ça au second semestre. Circulaire, en l'espèce, celle qui s'applique en ce moment, celle du 8 juin 2020, qui fixe les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021, pour vous donner son titre complet. Cette circulaire, eh bien, elle va être un acte d'application, de précision, de quoi? De l'arrêté, lui-même pris en application de la loi. Vous voyez que on a une chaîne d'actes qui, eux-mêmes, sont dépendants les uns des autres sur le même thème. Et donc on va pouvoir attaquer un acte s'il est contraire à l'acte supérieur. La circulaire par rapport à l'arrêté par rapport à la loi. Alors je sais bien que dans mon exemple il y a une loi, mais vous voyez qu'entre les deux actes administratifs que sont l'arrêté et la circulaire, il y a aussi cette hiérarchie. Voilà d'abord la hiérarchie des actes administratifs qui est fondée sur l'autorité administrative. La deuxième type de hiérarchie, c'est ce qu'on appelle justement les chaînes d'actes administratifs et notamment les liens entre les actes réglementaires et les actes individuels. Je vous explique. Bien souvent, un acte réglementaire, on va le définir simplement, l'acte réglementaire, c'est celui qui ne vise personne nommément. Je vous en ai déjà parlé. C'est un acte qui ne dit pas telle personne, mais qui dit une catégorie. Voilà. Donc, un acte administratif peut être réglementaire. Par exemple, tous les parents d'élèves. Les parents d'élèves, c'est une catégorie, et l'acte qui donnera un droit aux parents d'élèves va être un acte réglementaire. Donc, bien souvent, un acte réglementaire va devoir s'appliquer par une série d'actes individuels. Reprenons notre exemple des bourses. Après la loi et l'arrêté, il faut des décisions individuelles qui citent votre nom pour vous accorder ou au contraire, vous refuser la bourse. Plus encore, actes individuels qui vont vous dire votre taux de bourse en fonction des revenus que vous avez ou des revenus de vos parents. Donc, ces actes, ils vont vous citer nommément, on va appeler ça des actes individuels. L'acte réglementaire, qui est l'arrêté, précisé par une circulaire, eh bien, il va devoir s'appliquer dans tous les CROUS par une série d'actes individuels vous accordant ou vous refusant la bourse pour tel ou tel montant après votre demande. Vous voyez qu'il y a une chaîne d'actes. L'acte individuel est un acte d'application de l'acte réglementaire. Parfois, ils sont pris par les mêmes personnes. Ce n'est pas une question de hiérarchie. C'est la même personne qui va prendre un acte réglementaire et prendre des actes individuels. Prenons un exemple simple, les permis de construire. Il peut y avoir des situations dans lesquelles ça n'est pas le cas, je ne vais pas vous faire un cours de droit de l'urbanisme, mais régulièrement, la commune prend un plan local d'urbanisme qui explique là où on peut construire. Ce plan local d'urbanisme, vous en avez déjà entendu parler. Et ce plan local d'urbanisme, il ne vise personne, il vise tous les habitants de la commune, tous ceux qui veulent construire là. Il vise les droits à construire dans la commune. Sauf que, pour pouvoir construire, il faut demander un acte administratif. C'est la même commune, la même autorité qui va prendre un acte individuel qu'on appelle, vous le savez, le permis de construire.
Donc, on a là, typiquement, une situation dans laquelle la même autorité ne fait pas une hiérarchie entre ces actes. Qu'est-ce qui va faire la hiérarchie entre les actes? Eh bien, c'est est-ce que c'est un acte réglementaire ou est-ce que c'est un acte individuel? Si c'est un acte individuel qui vient appliquer l'acte réglementaire, alors il y a une hiérarchie. L'acte individuel est en dessous de l'acte réglementaire. Ces actes sont donc des actes d'application dont la légalité, ces actes, les actes individuels, les actes individuels sont des actes d'application dont la légalité est analysée par le juge administratif s'il y a un recours au regard des actes réglementaires au-dessus. Votre octroi de bourse est analysé au regard de la circulaire, mais surtout de l'arrêté. Si l'acte qui vous octroie la bourse ne correspond pas à l'arrêté, alors vous allez aller devant le juge et invoquer l'arrêté qui est supérieur à l'acte qui vous octroie la bourse pour contester le montant de la bourse, par exemple. En réalité, on peut partir du principe qu'effectivement, la pyramide des normes existe. Toutes les lois sont bien supérieures à tous les arrêtés. Mais on ne va pas pouvoir invoquer n'importe quelle loi contre un arrêté. On ne va pouvoir invoquer une loi contre un arrêté que si elle est dans le même domaine ou si c'est un acte d'application de l'acte réglementaire. C'est bien compris? Voilà, c'est une complexité assez importante, j'en conviens aisément. Ce sont sur ces considérations, on en est déjà à un niveau 6, 5, 6 sur 10 de complexité. Et vous voyez que vous sentez déjà que ça devient assez ambigu et que vous allez devoir y réfléchir pour bien comprendre les tenants et aboutissants. Ça n'est pas fini. Nous allons aborder maintenant la partie la plus complexe de ce titre, et même la partie la plus complexe du cours, je vous le disais, avec un chapitre 3 dans une autre vidéo.